Bonsoir tout le monde. Ravi de vous retrouver ce soir avec Martin Leclerc de iExec, qui va nous faire une présentation de qui il est déjà et puis de ce qu'est iExec, de ce qu'ils font chez iExec. Merci Martin d'être venu nous parler de vos activités. Merci pour l'invitation. Alors déjà, en quelques mots, est-ce que tu peux nous dire qui tu es un petit peu, quel est ton parcours et comment tu as atterri chez iExec avant de nous dire ce qu'est iExec, ce que vous y faites et voilà, nous présenter un peu vos activités, vos actualités et ce que vous proposez. Ça marche carrément. Écoute, je suis actuellement DevRel, mais j'ai pas toujours été DevRel au cours de ma vie. J'ai été principalement entrepreneur pendant 15-16 ans et j'ai monté très rapidement ma première boîte de développement de site internet il y a maintenant une sacrée paire d'années. J'ai 43, je pense que ma première boîte, je l'ai montée à 22. Et donc une première boîte, une deuxième boîte. J'ai toujours été dans la tech, l'apprentissage aussi. Donc j'avais une entreprise qui existe toujours actuellement, que j'ai revendue qui s'appelle Papy Mamie Digital. C'est de la formation aux outils du numérique pour les personnes âgées. Un collectif de conférenciers. Donc vraiment, j'ai toujours gravité dans la tech. J'ai été aussi dev à mes débuts. J'ai fait pas mal de développement web. Quand tu lances une entreprise, au début, tu mets les mains dans le cambouis et puis après, ça marche, tu recrutes. Et en fait, je me suis éloigné au fur et à mesure de l'opérationnel, ce que j'aimais. Et par chance ou malchance, le Covid est arrivé. Le Covid a fait capotine de mes boîtes, et puis une deuxième, et ça a été très compliqué de gérer le télétravail, ça a été compliqué de gérer une boîte qui avait les personnes âgées comme client principal. Et donc au final, j'ai été amené au fur et à mesure à fermer toutes mes boîtes et de me dire, OK, qu'est-ce que je veux faire maintenant? Et ben, back to the roots, retourner dans le dev. Et en fait, entre-temps, j'avais déjà acheté un peu de crypto en 2017, voilà, tester, voilà, découvrir Bitcoin, l'arrivée d'Ether, tout ça. Et est arrivé le summer, comment on appelle ça, l'époque, pas le Magic Summer, mais Le DeFi Summer, non? ouais, voilà, le DeFi Summer, où effectivement tu mettais des sous dans PancakeSwap et le lendemain tu te réveillais et ça avait triplé. Et tu fais what? Mais c'est n'importe quoi. Et en fait, bon, je dis magic parce que c'est vrai que c'était un peu de la magie. C'était de l'argent magique, de l'argent. Voilà. Et je me dis, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe derrière, quoi? C'est quoi le truc? Et c'est là où j'ai commencé à deep dive et puis comprendre la blockchain. Et au fur et à mesure, j'ai appris énormément de choses. Je me suis formé, j'ai commencé à donner des petites conférences, des cours, parce que je commençais à bien me perfectionner dessus. Et puis ensuite, j'ai fait un petit perfectionnement dans une école qui proposait ce type de formation. Donc je suis monté en compétence et à la sortie, j'ai été par chance onboardé dans un protocole qui s'appelait Talent Layer, qui était une marketplace décentralisée pour des jobs. Et donc, ça dématchait les devs et les jobs, et tout ça d'une manière décentralisée, avec un contrat escroc. Et j'ai passé 2 ans incroyables, 2 ans à courir les hackathons avec la team, à faire incubateur The Block au Portugal. C'était des années où j'ai touché au smart contract, à la sécu, dans le Web3, de l'audit, de l'indexation. Et puis au fur et à mesure des hackathons, tu découvres plein de tech. Et donc après Talent Layer, hackathon de Istanbul. Donc là, j'avais arrêté Talent Layer, j'étais en train de monter une nouvelle boîte dans le Web3 et je tombe sur une personne que je connais, celle de longue date, Francis et Fabien Duchesne. Et on a discuté ensemble, on commençait à parler de collaboration. Et au retour de Istanbul, on a commencé à voir pour une collaboration, mais en fait, il s'avère que c'était un entretien d'embauche. Et donc, il m'a dit, bah écoute, tu veux tenter l'aventure? Moi, hésitant, je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas, hein, ça, c'est nouveau, je connais pas. Et go. Et je suis devenu ecosystem manager, et puis après, je suis devenu DevRel, avec une constitution d'équipe, avec un DevRel junior et une event manager. Et donc maintenant, je suis pleinement Developer Relations chez iExec. Et donc, Developer Relations, c'est le bridge entre tech, marketing, product euh, et communication. Et en gros, mon boulot, c'est de représenter la boîte à l'extérieur, comme on est en train de faire maintenant, d'onboarder les builders, les développeurs, pour qu'ils comprennent la tech, de créer du contenu éducationnel pour qu'ils arrivent à comprendre, sponsoriser les hackathons. Donc là, par exemple, on va à Belgrade la semaine prochaine, on sponsorise Belgrade.
Et donc voilà, super aventure, super équipe, et chez iExec, et donc on est ce qu'on appelle le trust layer du mouvement Depin et AI. En fait, on fournit une technologie de decentralized confidential computing. Donc globalement, je vais l'expliquer pendant les slides, mais c'est du calcul confidentiel. Donc on arrive à processer de la donnée d'une manière extrêmement confidentielle. Mais j'en dis pas plus, les slides qui vont arriver vont détailler un petit peu tout ça. Ça Et donc, marche, super, ok, super, super intéressant. Alors pourquoi donc du coup bah, Trust Layer, là tu viens tu viens de nous l'expliquer, de nous l'expliquer un petit peu. Du coup pourquoi spécifiquement la Dépine et l'IA? Puis peut-être rappelle voilà rapidement et simplement ce qu'est la Dépine. bien sûr. Alors, est-ce que tu veux que je commence la présentation des slides? Parce que c'est des éléments qu'on voit tout au cours, tout au long de la Ah présentation. bah Au parfait, bah début oui, des alors slides. allons-y, démarrons. Eh ben, écoute, go, c'est parti. Donc voilà, rapidement, vous pourrez faire une pause sur la vidéo pour voir un petit peu ce que vous allez apprendre aujourd'hui. Il y a des mots un peu compliqués qui sonnent très tech, mais vous inquiétez pas, je vais tout vulgariser. C'est quand même intéressant de savoir qu'on est quand même des OG en crypto. On a commencé en 2017 avec l'ICO, et puis on est passé par différents steps qui nous ont amené maintenant à faire du confidential AI. Donc on a passé quand même deux cycles de bear market, ce qui est pas rien pour une boîte crypto, je vais dire. Donc il y a un truc intéressant, c'est que la privacy, c'est vrai que je le dis toujours en anglais, donc privacy, la confidentialité, ça nous semble quelque chose de normal, mais qui est rarement appliqué. Et quand tu dis confidentialité dans le Web3, tout le monde pense à des privacy tokens, à des transactions grâce à Tornado Cash, mais c'est pas que ça. C'est beaucoup d'autres choses. Et ce qui est cool, c'est que dans cet écosystème, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de protocoles qui participent à faire avancer la confidentialité dans le Web3. Et c'est pour ça qu'il y a une Decentralized Confidential Computing Alliance qu'on a rejoint. Il y a plus de 30 protocoles, chacun avec des technologies différentes. Je ne sais pas si ça va vous parler, mais nous, on est dans le TEE, Trusted Execution Environment, et c'est quelque chose que je vais expliquer après. Et il y a le FHE, Fully Homomorphic Encryption, MPC, Multi-Party Computation, ZK, pour tout ce qui est les ZK Rollup et autres. Et donc tout ça, c'est des protocoles qui aident à leur manière à participer à la confidentialité dans le Web3. Et il y a un truc important, c'est qu'avant, il faut comprendre ce que c'est le confidential computing, parce que j'utilise des mots un peu qui sonnent compliqués, mais vous allez voir que c'est très simple. Le confidential computing, le calcul confidentiel, faut se dire que la donnée, toutes les données qu'on utilise actuellement, que vous utilisez actuellement, c'est des données qui sont protégées quand elles sont stockées dans un serveur, dans une base de données, donc elles sont encryptées. Elles sont protégées dans le transport entre les différents networks, via des protocoles, HTTPS, autres, mais elles sont jamais protégées pendant qu'elles sont utilisées. Et c'est intéressant de se dire, OK, pour une application qui veut processer de la donnée, elle doit la processer décryptée. Donc ça veut dire que la donnée reste, elle est claire, donc ça veut dire que les hackers peuvent profiter de ce moment pour la prendre. Et nous, ce qu'on fait, c'est on utilise du TEE, Trusted Execution Environment. Donc voilà, un petit slide, je pense que ça va être le slide le plus tech de la présentation. C'est grâce à des puces, donc en l'occurrence des puces Intel SGX, à l'intérieur, vous avez une petite partie de la mémoire de cette puce qui crée ce qu'on appelle une enclave. Une enclave, c'est tout ce qui se passe dedans est complètement confidentiel et privé, même pour le cloud admin, même pour le sysadmin, pour tous ceux qui possèdent le nœud, l'ordinateur avec ce hardware. Et donc, c'est complètement isolé. C'est une des key features, c'est isolation. C'est vraiment la computation, les données qui sont processées dedans sont complètement isolées. Et l'attestation report, c'est un rapport qui prouve que cette donnée a été computée, processée dans cette enclave. Et donc, cette technologie-là, le confidential computing, c'est grâce au TII qui est fait donc par cette puce. Donc là, maintenant, on sait ce que c'est le confidential computing. Et si on zoome un petit peu chez iExec, qu'est-ce qu'on fait dans ce confidential computing? Eh ben, on peut stocker des données. On peut stocker des données comme des secrets, des API keys, des private keys et autres. Et on fait surtout tourner des applications qui peuvent donc processer de la donnée dans cette black box, dans cette enclave, donc d'une manière ultra confidentielle. Et je sais pas si tu as vu, Nathan, mais il y a le logo ELISA Framework. Ça veut dire que on peut on peut faire tourner un modèle IA ou un framework IA dans cette enclave.
Donc là, je pense que tu commences à cerner un peu là où je veux en venir. Mais voilà, donc ça, c'est cette technologie de confidential computing. Donc rapidement, on utilisait plus Intel SGX, mais maintenant on passe aussi sur du TDX. Voilà, c'est juste plus puissant et on peut faire encore plus de choses dessus. Je vous passe le slide historique. Et voilà, on en arrive au DCC, Decentralized Confidential Computing. C'est le mix entre le confidential computing que je viens d'expliquer et le Web3. Pourquoi on ajoute la brique blockchain? C'est parce que ça nous permet de mettre des règles de gouvernance immuables grâce à la blockchain, de tokeniser de la data, donc les données que vous protégez, et de récupérer l'ownership. Donc voilà, vous êtes pleinement propriétaire des données que vous utilisez avec notre outil, avec notre technologie, et c'est là où c'est cool, c'est que ça vous permet de partager. Par exemple, j'ai une donnée, je l'encrypte et je peux te donner l'autorisation, si tu veux, pour utiliser ma donnée. Mais pourquoi, enfin, pour garder cette chain of trust, si je protège une donnée avec notre technologie, et donc en l'occurrence Data Protector, je vais essayer d'être le moins tech possible, mais cet outil, il te prend la donnée que tu veux, photo, document légal, passeport, il te la protège grâce à un système d'encryption. Et ensuite, je peux autoriser quelqu'un, je peux t'autoriser, toi, attends, à utiliser ma technologie. Enfin, à utiliser, pardon, ma donnée. Donc, par exemple, tu veux savoir si je suis majeur, mais j'ai pas envie de te donner mon passeport. Donc, je peux encrypter cette donnée, t'autoriser à utiliser cette donnée. Mais qu'est-ce qui va te manquer? Il va te manquer une application pour pouvoir lire cette donnée d'une manière très confidentielle. Et c'est là où, alors là, je vais passer les parties tech. C'était normalement, il y a une démo tech. On fait appel à des smart contracts. On a des systèmes d'encryption assez complexes. Mais ce qui est cool à comprendre, c'est qu'on grand access, on donne l'accès à une personne, mais on donne aussi l'accès à une IAP, IXEC Application. Donc, c'est quoi une IAP? C'est une application qui tourne dans cette enclave. Ça veut dire que je vais t'autoriser à utiliser ma donnée. Je vais autoriser une application à compute ma donnée. Ça veut dire que toi, tu vas pouvoir utiliser cette application pour pouvoir utiliser ma donnée. Bon, ça semble un peu compliqué, mais j'avais fait un petit schéma ici. Voilà, l'utilisateur protège une donnée sur une plateforme, par exemple la Business Blockchain School. Je viens sur ta plateforme, je protège mon mail. Je t'autorise, j'autorise la Business Blockchain School à utiliser mon mail. J'autorise une IXAC application qui s'appelle Web3 Mail à utiliser mon mail. Ça veut dire que ton école va pouvoir m'envoyer des mails sans jamais connaître mon mail. Donc en fait, là, on est vraiment dans la privacy des données de contact. On fait pareil avec Telegram. Et on a aussi ici une partie qui est Data Protector Sharing, c'est la possibilité de monétiser. Parce que c'est cool, si je protège mon mail, je peux te le donner l'autorisation, mais c'est encore mieux si tu me payes. Donc je peux dire, bah écoute, business blockchain cool, je suis d'accord que tu utilises mon mail, mais à chaque fois que tu m'envoies un mail, tu dois me payer. Donc voilà, imagine on a un outil qui s'appelle Privacy Pass qui permet de faire des campagnes marketing où chaque personne qui donne autorisation à utiliser le mail anonymement reçoit des rewards quand elle reçoit un mail. Euh, il y a des systèmes de notification, plein de possibilités. Et dans ces use cases, toutes ces possibilités, il y a bien sûr l'IA. Donc l'IA, je pense que tout le monde l'utilise, enfin, j'espère en tout cas, parce que c'est quelque chose d'indispensable et qui fonctionne à merveille. Mais par contre, ce que les gens ils se posent pas trop la question de quand j'utilise un compte gratuit ChatGPT, où va ma donnée? Eh ben, on est dans les mêmes schémas que les big tech comme Facebook, c'est quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Donc ça veut dire que si tu utilises un outil comme ChatGPT gratuitement, eh ben, tu leur donnes de la donnée pour entraîner le modèle, pour faire du business avec. Déjà d'une, donc déjà il n'y a plus de confidentialité. Et puis aussi, voilà, il y a des organisations qui ont eu des data leaks, des brèches à cause de l'IA. Bon, vous avez peut-être entendu parler de DeepSeek, il y a Slack aussi qui s'est fait voler des tokens, il y a WhatsApp, euh, il y a pas mal de brèches. Et puis bah, c'est une manne financière, hein. Donc c'est pour ça que tout le monde s'attaque à ce point-là. Et encore plus avec les AI agents. Alors moi, je suis un geek à fond et j'adore jouer avec toutes ces technologies. Et donc les AI agents, c'est pas des assistants, voilà, c'est des agents qui vont pouvoir interagir entre eux, prendre des décisions pour un humain,
euh, trigger, va déclencher des actions sans même être sollicité par l'humain, en observant l'environnement, chaîner des éléments complexes. Par exemple, je vais chercher une information sur le site de la météo, s'il fait beau, j'envoie une information à un machin, etc., etc. Donc c'est assez fou. Et c'est là où ça devient vraiment critique. C'est parce que un agent, si tu veux qu'il ait vraiment une utilisation très pertinente et très, comment dire, qui te renvoie des informations personnalisées, eh ben, il doit tout connaître de toi. Il doit connaître tes outils, il doit avoir accès à Gmail, Google Cal et autres, et il doit surtout connaître toute ta life. Et donc, ça veut dire que ça devient très critique. C'est-à-dire que tu dois faire confiance à un agent. IA qui va faire, enfin, qui va te faire gagner énormément de temps dans ton travail, mais qui va posséder toutes tes données. Et c'est là où ça devient vraiment critique, et c'est là où vous avez compris le Decentralized Confidential Computing, et ben pouf, on merge avec l'IA, et c'est là où on a le Confidential AI. Donc c'est vraiment la possibilité de faire tourner des modèles IA, des frameworks IA, dans une enclave, dans cette black box, grâce à cette technologie que fournit IXEC, et donc de garder tout ça confidentiel. De l'inférence, du modèle training, voilà, de tout ce qui est lié à l'IA. Et tout le pipeline de l'IA est monétisable. Donc je parlais de l'inférence, on peut monétiser l'inférence, on peut monétiser le training du modèle, on peut fournir des données confidentielles pour pouvoir entraîner un modèle. Par exemple, tu as un modèle et tu aimerais bien l'entraîner avec des données médicales. Bah, moi, je suis d'accord pour donner mes données médicales, mais j'ai pas du tout envie que tu les vois. Donc, je vais créer des données protégées et ton modèle va pouvoir être entraîné grâce à mes données dans une enclave. Ça veut dire que ton modèle va être entraîné grâce à mes données, mais il ne pourra jamais voir mes données. Et donc, on garde la confidentialité. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est assez cool. Et donc là, je prenais l'exemple de Elisa OS. Actuellement, elle run un compte Twitter dans une enclave TDX totalement de manière confidentielle. J'ai encore deux trois slides, je vais teaser un petit peu des big news, et puis après, bah, si tu as des questions, avec grand plaisir. Des use cases, il y en a plein, parce que des data, il y en a plein. Et des données privées, il y en a encore plus. Légales, santé, euh, ton entreprise, ta vie, ta famille, tout. Donc c'est là où il faut faire gaffe parce que forcément, il y a un moment où ça va se retourner contre nous. Et je ne sais pas si, alors quand sera publiée cette vidéo, mais aujourd'hui c'est le dernier jour pour dire non à Facebook, enfin de dire non pour que Facebook et Instagram entraînent leur modèle grâce à tes données. Donc c'est aujourd'hui le dernier jour. Si demain, si on ne le fait pas aujourd'hui, c'est-à-dire que demain, Facebook aura le droit de prendre toutes les données et d'entraîner ces modèles avec. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire des pubs encore plus poussées, plus spécialisées, ça veut dire encore plus poussées à la consommation. Je ne veux pas partir dans la théorie du complot, mais encore plus de manipulation, hein, ou d'influence. Mais voilà, donc toujours faire attention. Et puis bah, ça, c'est des privacy settings que vous pouvez voir dans vos réseaux sociaux, mais c'est des choses qui se set up. Et donc, bah, on a rejoint aussi une alliance qui s'appelle le AI Unbundle avec d'autres protocoles aussi impliqués dans l'AI, dans la privacy. Donc ça, c'est cool avec Aesir, vraiment super projet avec qui on collabore. Et donc, what comes next? On a des super annonces. Donc TDX, c'est quand même c'est une nouvelle technologie assez puissante. Donc on n'est pas nombreux sur le marché à proposer ça. On a lancé un écosystème fund de 1 million de RLC où on supporte, on soutient les startups qui officient dans ce domaine-là, dans cet écosystème-là. Elisa, j'en ai parlé. Et surtout des nouveaux partenaires. Et les gros partenaires qu'on annonce, c'est que actuellement à IXEC, on a notre sidechain, qui est EVM compatible, mais qui ne bénéficie pas aussi de la sécurisation de la main chain Ether. Et c'est pour ça aussi que pour s'ouvrir à une communauté plus large, on se déploie très bientôt sur une L2 et après sur une autre, etc. Donc, on va pouvoir mettre à disposition toute notre stack privacy à des L2, à d'autres communautés pour qu'ils puissent build des nouveaux projets. Et donc, voilà, l'écosystème, il y en a un écosystème fund, mais on a aussi des grants, on sponsorise des hackathons, donc on est vraiment là en soutien avec la communauté, enfin, soutenir la communauté, parce que vraiment ce qu'on essaye de faire, ce qui n'est pas facile dans une tech quand même compliquée comme ça, qu'on simplifie avec nos outils, parce que nos outils, juste pour rappel, c'est des SDK, donc NPM install, et tu peux utiliser toute notre tech très simplement. Mais voilà, on build des outils pour les builders avec les builders. Et donc, vraiment, on récupère des feedbacks pour les améliorer constamment.
Et donc, c'est pour ça que notre communauté grandit continuellement. Et donc, voilà, Martin Leclerc, vous avez mes contacts. N'hésitez pas à me follow, à me contacter sur Telegram si vous avez des questions suite à cette présentation, si vous avez des projets que vous souhaiteriez et vous souhaiteriez candidater. Et voilà. Super, super intéressant. Merci beaucoup. Ouais, effectivement, je pense qu'on fera le relais auprès des apprenants et notamment les porteurs de projets parce que je pense que ça pourra en intéresser. On a justement eu des soutenances de certification aujourd'hui dans la journée là. Et on a un groupe qui nous a présenté quelque chose sur les données de santé. Et donc là, effectivement, je pense que iExec, ça devrait leur parler. La solution devrait leur parler parce qu'on est typiquement on est typiquement dans ce genre de cas-là. Vous avez déjà dans l'écosystème un projet qui est en rapport avec la santé, par exemple? Avec la Euh, santé, non. Pas Avec encore? la Ok. santé, pas encore. On était au début un petit peu, pas réticent, mitigé, parce que c'est quand même des données très confidentielles. Il Ouais, faut... très sensible, oui, effectivement, ouais. Mais oui, effectivement, là maintenant, avec les nouvelles technologies qu'on amène, c'est quelque chose d'encore plus pertinent. Donc là, on n'en a pas actuellement, mais on en cherche. Ok, bon bah voilà, bah, donc du coup très intéressant, voilà pour des porteurs de projets, ça peut être une bonne solution. Tu sais moi du coup ça me fait penser tout de suite au RGPD. Il y a un certain nombre de projets pour lesquels le RGPD c'est une montagne parce que c'est contraignant, hein, ça représente des contraintes pour les porteurs de projets pour pouvoir construire quand ils savent que, il va falloir qu'ils soient conformes à ce RGPD. Du coup, tu sais si via l'utilisation de vos solutions, on peut du coup être conforme parce que justement il y a cette confidentialité avec l'enclave. Est-ce que du coup des projets de votre écosystème voilà, ont déjà pu, on va dire, voilà, être tranquille par rapport à cette réglementation du RGPD entre guillemets en montrant patte blanche en disant bah, la Slack technique qu'on utilise justement nous permet de confidentialiser les données et donc voilà, de complètement respecter ce texte. Alors, la complexité, c'est que la RGPD, elle marche très bien dans le Web 2. Et dans le Web 3, c'est un peu plus touchy. Parce que, par exemple, je confidentialise une donnée grâce à la tech IXEC. Très bien. Elle est confidentielle, on est pleinement dans la RGPD. Maintenant, la situation où un État, quelqu'un légal vient nous dire, OK, je veux accéder à cette donnée, je veux pouvoir voir si c'est légal ou pas. Ah, bah, c'est confidentiel. C'est un environnement confidentiel, privé. Et c'est là où, pour moi, il y a une complexité, c'est que si on officie dans la privacy, il n'y a normalement pas de trade-off. Il n'y a pas de... tu peux pas dire, bon, ok, c'est vraiment private, mais par contre, si on nous demande des... Ouais, on a mis en place une backdoor spécialement pour l'État, quoi. Voilà, et en plus, s'il y a une porte et que quelqu'un peut y rentrer, c'est-à-dire que plusieurs personnes peuvent y rentrer. Donc en fait, tu casses un petit peu le système de la privacy. Enfin, tu casses même beaucoup. C'est là où c'est complexe. Donc on est RGPD, oui, jusqu'à un moment où ben, on veut des Ouais, informations pour prouver que. Donc, sur certains aspects du RGPD, c'est bon, c'est coché. Mais par contre, ouais, voilà, il reste toujours une partie où là, c'est contraire. Oui, du donc, coup, c'est après, l'alternative potentielle à ça, c'est d'avoir, donc là, il y a une sidechain, mais je sais que pour certaines organisations, tu peux proposer une privacy tech, mais sur une sidechain. Donc dédié ou une privacy chain, une chaîne privée dédiée à une entité, mais par contre avec ce qu'on pourrait appeler donc un accès volontaire, enfin un backdoor, ouais, un accès volontaire pour une entité légale. Mais là, c'est quelque chose qui serait spécifique à une chain pour une entité. L'entité est au courant qu'il y a une porte d'entrée dans le cas où il y a un contrôle. On peut éventuellement faire ça. Nous dans le contexte actuellement, c'est pas le cas. Il faudrait, nous, on a le système de grand access, de donner des accès. Il faudrait effectivement donner l'accès à une entité, mais c'est pas le cas et c'est pas la volonté. L'objectif,
d'œuvrer pour la privacy au maximum. Mais bien sûr en restant légal. Donc, c'est quand la donnée elle est protégée, elle est compute, elle est privée, mais peut-être mettre des contrôles en amont. Donc, nous, c'est un peu ce qu'on a aussi. Euh, c'est que tu peux contrôler qui vient utiliser ta tech. Avant même ils protègent des données. Imagine, ils protègent des données qui sont illégales. Bah là, quand elles sont protégées et qu'elles sont computées, tu peux rien faire. Mais par contre, tu peux aussi, je vais pas parler de whitelist, mais tu peux aussi contrôler. C'est pour ça que j'aime pas le terme contrôle non plus, mais c'est les builders qui viennent, bah, on échange avec eux. Il y a une relation qui est, OK, tu veux utiliser la tech, on te la met à dispo, c'est gratuit pendant la phase de build, hein, bien sûr, et on discute, on crée un lien qui fait qu'on sait ce que fait la tech, on connaît l'équipe, et on les accompagne de bout en bout. Donc il y a quand même un climat de confiance qui s'installe, et c'est là où on a confiance en nos builders qu'on accompagne, c'est parce que derrière, on sait qu'il n'y aura pas il y aura pas de choses illégales qui seront faites. Donc enfin, voilà, RGPD, nous, on essaye d'anticiper en amont. Ok. Ouais, donc bon après en tout cas vous répondez vous répondez très bien à la partie euh, contrôle de ces données par l'utilisateur. Voilà, c'est parce que du coup, on peut décider de donner accès à telle ou telle donnée, mais par contre, c'est pas comme aujourd'hui avec tout un tas d'outils Web 2 où là, par défaut, en fait, c'est on va dire un panier de données qui est accessible directement. Là, en gros, en tant qu'utilisateur, c'est parmi toutes mes données, je peux décider de donner accès à une entité à cette donnée-là, mais par contre, pas aux autres. C'est ça. Euh, Ah, et c'est ça et, qui euh, est et- génial. Là, par exemple, quand tu achètes un bien immobilier ou autre, tu dois donner énormément d'infos. Et en fait, il y a des infos redondantes. C'est que tu envoies ton passeport, tu envoies ta carte d'identité, ta carte vitale à plein de monde. Au final, tu disperses ta data privée. Alors que là, tu pourrais avoir un bac de données. Là, l'entité qui souhaite ton document, bah, elle t'envoie son wallet et tu lui autorises la consultation. Et en gros, tu sais exactement à qui tu as autorisé, qui tu peux revoke access, et donc tu as un contrôle entier sur ta donnée. C'est ce qu'on aimerait vraiment arriver à terme instituer, enfin mettre en place, quoi. et avec du coup un système aussi de monétisation. C'est ça, c'est ça. Alors effectivement, on va pas faire payer la CAF si elle a besoin d'un d'un document, Oui, mais alors voilà, du coup, c'est ça, c'est système de monétisation, mais qui n'est pas systématique. non, c'est toi qui sais. Tu peux dire, tu peux accéder à ma donnée pendant un mois. Imagine, tu veux entraîner un modèle avec certains types de données. Je te donne accès pendant un mois. Tu veux m'envoyer des mails, et bah, tu dois payer, par exemple, je sais pas moi, un RLC par envoi de mail. Tous les types de données qui pourraient être utiles à quelqu'un d'autre. Et je vois, par exemple, aussi, dans le cadre notarial, avocat, si tu veux transférer des contrats, mettre à disposition des documents légaux pour soit des modèles IA en cours d'entraînement, soit des entités qui ont besoin de consultation tu peux effectivement monétiser. Ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas que de l'achat direct. Tu peux vraiment faire de la location et de la subscription. Donc tu peux louer de la donnée et tu peux Ouais, créer. donc en fait, en fait, c'est le business des data personnelles, mais entre les mains de chaque propriétaire de ces datas-là, quoi, et plus uniquement pour les GAFAM. Exactement, tu deviens toi-même un petit GAFAM. Ok, ok, ouais, je vois bien l'esprit. Et alors, je sais pas si tu vas pouvoir nous en parler, donc tu me le dis. Mais si tu reviens sur la slide de votre écosystème, est-ce que peut-être tu peux nous expliquer là comment certains builders à droite en fait utilisent iExec en fait dans le cadre eux de leurs activités voilà, qu'est-ce qui les intéresse en fait en matière de protection de données parce que bah, voilà, ils ont pas tous ils ont pas tous les mêmes activités. Tu as indiqué les différents secteurs. Bon, voilà, on en connaît plusieurs. Il y a Coexia chez qui Alain Broustaille travaille. Il fait partie des intervenants de la BBS. Je vois Lobster, Alexis fait aussi partie des intervenants de l'école. Donc voilà, après, je ne sais pas dans quelle mesure tu peux parler de ça, évidemment, et il ne s'agit pas non plus de rentrer dans les détails, mais voilà, dans les grandes lignes,
voilà, sur ces acteurs-là, nous expliquer comment ils utilisent en fait votre tech, votre solution Ouais. par rapport à ce que eux font. Eh ben, là, par exemple, je vais en prendre quelques-uns. Talent Layer, donc c'était le protocole avec qui je travaillais et qui a collaboré avec iExec. C'était donc une marketplace décentralisée, matchmaker entre développeurs et clients. Et en fait, à chaque fois qu'il y avait un gig, un job qui matchait avec ton profil dans tes recherches, tu recevais un mail. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que tu recevais un mail, mais la plateforme ne connaissait pas ton mail. Donc, il n'y avait pas de système de monétisation sur le premier step. C'était ça match, je reçois un mail et donc la plateforme ne connaît pas mon mail. L'autre, c'était je suis un très bon dev, je veux être sollicité uniquement sur les postes, les projets vraiment à haute valeur, je monétise mon mail. Donc il y avait voilà, la possibilité de pouvoir payer un faible montant, de dire, OK, lui, je lui envoie un mail parce que vraiment il est qualifié, mais par contre, je le paye un petit peu pour lui montrer que je suis motivé. Bounty, plateforme, c'était donc, alors attends, dans mes souvenirs, c'était encore de la notification par mail avec la possibilité de récupérer des rewards. Donc en fait, c'était des entreprises qui mettaient en place des promotions, des marketing, et donc tu pouvais recevoir ces promotions grâce à Web3 Mail, et donc tu gagnais des rewards et d'une manière anonyme. On avait Genie AI, Genie AI, super projet. Donc c'est une marketplace d'agents AI, donc, tu pouvais venir, tu avais t'as des questions légales ou médicales ou une autre thématique où tu dois fournir des données confidentielles. Et ben, tu discutes avec le chat. Et du moment où le chat te dit, OK, là, j'ai un problème, par exemple, sur un contrat que j'ai signé, il va te dire, bah, fournis-le-moi. Du moment que tu fournis un document privé, et ben, il va se faire computer, ça reroute, il va se faire computer par un modèle qui est dans une enclave. Donc tu discutes avec une intelligence artificielle, mais du moment que ça devient privé, pouf, ça switch et ça devient confidentiel. Alors, je veux pas me tromper, HGuard, c'était assez cool, c'était pour de la privacy airdrop. Ouais, j'espère que je me trompe pas. Non, c'était pas le Terraproof. HGuard, c'est de la privacy airdrop, c'est de la possibilité de recevoir un airdrop sur un autre wallet que tu avais utilisé pour le farmer. Et donc pour garder la confidentialité et pour pas se faire traquer. Enfin, se faire traquer dans le sens où ne pas voir combien il y a sur ce wallet. Et donc ils utilisaient la technologie iExec plus la technologie de la ring signature, qui est une technologie qui permet de faire ce qu'on appelle des decoys, comment on dit en français, des appâts, non pas des appâts, mais des faux comptes donc en fait ton compte est mélangé à plein d'autres comptes qui n'existent pas et donc ce qui permet de ne pas pouvoir tracer jusqu'où va le airdrop. C'est une sorte de mixeur, quoi. C'est une sorte de mixeur. Bah oui, et la technologie, on l'a fournie pour tout le monde. Donc, non, mais c'est intéressant aussi de voir tout ce que les builders font avec notre tech. Donc, Alterproof, on avait de la sécurisation de stockage. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Lobster Aleno. Oh là là, j'ai une mauvaise mémoire. Mystic, dans RWA, c'était l'utilisation de notre Oracle Factory. Donc, c'est pouvoir utiliser un oracle d'une manière confidentielle, enfin, de créer un oracle très rapidement basé sur des données API. Et donc, en fait, nous, on gardait la privacy de la clé de l'API pour pouvoir avoir un oracle confidentiel. Et Ace File Transfer, c'était le transfert de données confidentielles. Question. Alors, Question, c'est en fait, tu envoies des formulaires à des gens, formulaires sur ce qu'ils aiment, en fait, en gros, tu fais de la qualification de données. Je t'envoie un formulaire. Est-ce que tu aimes ça? Est-ce que tu aimes ça? C'est quoi ta couleur préférée? Les gens remplissent le formulaire. Ça crée à la fin une donnée protégée qui peut être utilisée derrière pour faire du marketing ciblé sans connaître la personne. C'est-à-dire que, même, par exemple, quels sont tes goûts en matière de cinéma, et ben, tu vas pouvoir recevoir après, grâce à ce formulaire anonyme, enfin ce privacy form, recevoir des notifs ou des infos. Bah écoute, promotion pour ce cinéma, pour ce film, mais par contre, ils peuvent te target uniquement pour ça. Et tu peux dire stop après. Donc c'est là où on a un marketing, moi je veux dire qu'on a un marketing propre, si on peut dire ça. Mais voilà, tu choisis qui te contacte pour quelle promotion et tu le révoques quand tu veux.
Et donc là, en ce moment, on a beaucoup de projets sur tout ce qui est AI. Il y a certains qu'on est en train de Oui, signer, je ne peux pas logique. en parler, mais on a beaucoup maintenant qu'on est vraiment focus sur le confidential AI, ce qui est la suite logique de notre parcours. On a beaucoup de projets qui sont dans l'AI avec des agents confidentiels, du traitement de données confidentiel, du chaînage d'agents. Il y a vraiment des trucs cool, cool, cool qui arrivent pour pouvoir bénéficier de la puissance de l'AI, mais en gardant sa privacy. Ouais, c'est pour ça aussi que je parlais de RGPD tout à l'heure, parce que enfin, c'est aussi un sujet dans les projets d'IA. Et donc là, avec des solutions effectivement qui permettent de confidentialiser la donnée, parce que bon, c'est vrai on parle souvent de la brique, on parle souvent de la brique. J'allais dire vérification de la donnée, mais plutôt fiabilité de la donnée grâce à la blockchain pour l'IA. On parle souvent de cet aspect, on parle souvent de cet aspect-là. Mais c'est vrai que là, on peut aussi amener ce côté confidentialité de la donnée. Surtout que là, en ce moment, on voit là que des modèles comme ChatGPT sont en train de modifier les usages qu'on peut avoir d'outils comme Google en tant que moteur de recherche. Et donc le Google qu'on connaissait, il est sûrement, enfin, il est sûrement sur la fin. Ils vont essayer de se réinventer, hein, d'ailleurs. On l'a vu dernièrement avec les annonces qu'ils ont pu faire. Mais donc l'enjeu de nos données sur des modèles de langage comme ChatGPT, il est crucial parce que ce sont probablement les moteurs de recherche de demain. Mhm. Et donc, bah, si on ne veut pas se retrouver avec les mêmes problématiques qu'avec des Google et autres, bah, cette brique de confidentialité, elle va être cruciale. Alors après, est-ce qu'on va arriver sur des solutions comme celle-ci massivement adoptées ou est-ce qu'on va rester sur la bonne vieille exploitation de nos données par les géants technologiques? Ça va être une autre histoire, ça va être une autre question. Je pense que la privacy, elle va arriver d'elle-même. Par exemple, est-ce que maintenant quelqu'un se pose la question si son URL dans son browser est en HTTPS? Alors, on se pose plus la question, c'est une norme. Tout le monde est en HTTPS. Est-ce qu'on paye pour cette norme? Enfin, les end-users ne payent pas pour cette norme. On se pose plus la question maintenant. Et je pense qu'à terme, en fait, une technologie adaptée, c'est une technologie discrète. C'est effectivement, il faut faire la promotion de la privacy. Il y en a des protocoles qui font du over-marketing, enfin vraiment, ils font du marketing à fond de privacy. Mais derrière, une stratégie, c'est pour ça que je dis toujours, la blockchain, la masse d'adoption arrivera quand on arrêtera d'en parler. C'est derrière, tu auras c'est par exemple comme Telegram, tu sais que c'est encrypté end-to-end, mais est-ce que tu as besoin de savoir exactement comment ça fonctionne derrière, comme le protocole HTTPS? Donc derrière, tu sauras que tes transactions sur la chain où les données que tu computes sont privées, et tu auras peut-être un petit cadenas dans ton Etherscan ou autre à terme voilà. Et ça sera, je sais pas quand, mais peut-être dans 5 10 ans, ça sera naturel. Ouais, c'est ça. Moi, je dis souvent, essayez d'arrêter 10 personnes dans la rue et demandez-leur comment Internet fonctionne. Je suis même pas sûr qu'une seule sur les 10 soit capable de vous répondre. En revanche, les 10 l'utilisent à coup sûr. Ouais. Donc effectivement, oui, voilà, de toute façon, la mass adoption effectivement impliquera que tout le monde utilise la tech parce que effectivement, comme tu dis, c'est devenu naturel, c'est devenu évident, voilà, c'est comme ça, tout le monde fait comme ça mais sans même en fait chercher à comprendre comment ça fonctionne. Euh, c'est juste que ça fonctionne. Voilà, c'est fonctionnel, c'est utile. J'ai un intérêt à l'utiliser, donc bah voilà, en fait, j'utilise. S'il y a des solutions voilà, basées sur ces technologies-là qui me le proposent et qui sont faciles d'accès, qui sont faciles à utiliser et qui me demandent pas un diplôme d'ingénieur pour pouvoir l'utiliser eh ben, ça va rentrer dans les mœurs. Je suis complètement d'accord. Et là, encore plus avec je sais pas si vous avez creusé les technologies MCP, mais en gros, pour moi, on parle du X.
Il y a une époque, bah, il y avait même 2 ans, c'était la grosse question en Web3. L'UX, voilà, comment on fait, comment on enlève les frictions, interaction de wallet, ouais, on fait de la compte abstraction. Ouais, au final, est-ce qu'on a réellement fait de la compte abstraction aujourd'hui? Non. Euh, Par contre, ce qui va pouvoir faciliter l'utilisation, c'est que si tu as un agent avec qui tu converses et qui est lié à cette technologie MCP, donc ça veut dire un protocole de communication qui norme en fait la communication avec tous les outils, bah, tu pourras lui dire, tiens, est-ce que tu peux faire un petit transfert à Business Blockchain School pour payer mes frais du cursus? Ah, ok, je te fais ça. Boum. En fait, là, pour le coup, c'est l'agent qui va s'occuper de dans le back-end, qui va s'occuper de toute l'interaction. Donc, au final, l'important, c'est de faire confiance à ton agent. Et donc, pour faire confiance à cet agent, il faut que tu sois sûr de comment il fonctionne, qui le provide et s'il utilise un layer de privacy, par exemple. Ouais, ah tiens, d'ailleurs, à propos de ça, pourquoi être parti sur une sidechain au départ? Est-ce que tu le sais ou pas? Parce Alors, que c'est quand quand tu as eu ton entretien d'embauche et que tu as été recruté, du coup, le projet existait déjà. tout à fait. Oula, C'est ça, oui. hein, voilà. Ouais, est-ce que tu sais pourquoi ce choix a été fait au départ de partir sur une sidechain? Ah non, je saurais pas te dire. Je saurais pas te dire. Je pense qu'il y avait une pertinence. Il y a toujours une pertinence d'avoir des sidechains dans des situations spécifiques et dans laquelle on était récemment. Mais pourquoi au tout début le choix d'une sidechain? Je sais qu'il y avait la volonté d'enlever toutes les frictions fees. En gros, notre sidechain, elle est gasless. Ça veut dire qu'en gros, tu peux utiliser notre tech, tu peux utiliser nos outils sans avoir le pop-up MetaMask où tu payes constamment des transactions. Donc c'était une volonté, j'espère que je ne me trompe pas, mais je suppose qu'il y avait la volonté de rendre encore plus accessible cet univers en enlevant le fait qu'il faille aller soit posséder des tokens, soit aller chercher un faucet pour pouvoir récupérer des tokens pour tester quelque chose. C'était frictionless. C'était vraiment, t'arrives, hop, tu utilises la tech et voilà. Et ça fait sens. Ça fait sens à un certain point, à un certain niveau. Il y a un autre système de monétisation, parce qu'il faut bien qu'il y ait un business model. Donc, on a un outil qui s'appelle le voucher, qui permet aux builders en fait, d'avoir un bag de RLC, qui permet d'être ponctionné à chaque fois qu'il y a une confidential task qui est lancée, et qui peuvent recharger avec un dashboard, etc. C'est un autre système et ce système il est vachement intéressant techniquement parlant parce que il t'empêche de perdre ou de gagner des sous à cause de la fluctuation des prix. C'est-à-dire que si tu achètes des RLC à un certain prix, tu auras toujours dans ton bag le même prix. Ça va pas fluctuer. On frise le montant et c'est ça qui est plutôt cool. Voilà. Après, toi-même tu sais, le Web3 évolue à une vitesse phénoménale. Je vais dire qu'une décision qui a été prise même il y a 6 mois, des fois elle est obsolète 6 mois après, comme par exemple la Quant Abstraction, où les gens se sont évertués à intégrer un des ERC, je ne sais plus exactement le 43 quelque chose, mais maintenant il y a d'autres protocoles qui arrivent, ça va à une vitesse folle. Donc voilà, une décision qui est pertinente à une époque peut l'être un petit peu moins, et des années après. Là je parle pas en mois, mais on date quand même de 2017. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà, d'où bah, comme tu l'as dit et comme on le voit là sur ce qui arrive prochainement pour iExecs, cette volonté de se déployer sur DL2. Parfait, parfait. Bah, écoute, on arrive sur la fin de ce live. S'il y a des questions, c'est le moment c'est le moment de les poser. Pour ceux qui nous suivent en direct, hein, vous avez le menu questions et réponses. Donc, n'hésitez pas à vous manifester si vous voulez solliciter Martin. Et puis bah, autrement, on va on va conclure ici. Est-ce que tu voudrais dire un petit mot de la fin peut-être? Eh ben, merci en tout cas pour cet échange. Toujours intéressant d'échanger avec des acteurs importants de l'écosystème français. Et non, si vous avez un projet
J'ai un slide en plus qui fait un focus dessus que j'ai passé rapidement. Bah, si vous avez un projet AI et que vous voulez un layer privacy, c'est effectivement, on apporte des solutions pertinentes pour, alors je vais dire intégrer, pour penser un projet privacy by design. Parce que la privacy, elle n'arrive pas après le projet, elle arrive lors de la construction du projet. Et ça, c'est quelque chose d'important à garder en tête. C'est toujours plus compliqué d'intégrer la privacy après coup, plutôt que de penser un projet à ses débuts avec de la privacy. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, à me contacter directement, à échanger, à poser des questions. Euh, je me ferai vraiment un plaisir de vous aider, de vous accompagner. Yes, et nous en interne, on relaiera effectivement ton contact voilà, dès que ce sera pertinent en termes de use case sur voilà, sur des projets, sur des idées qui nous seront présentées voilà, pour les projets de certification ou pour plus, hein, parce qu'on a un certain nombre de porteurs de projets qui viennent se former chez nous et qui veulent réellement développer le projet après, en faire une boîte, en faire quelque chose de concret. Voilà, on en a quelques exemples aujourd'hui qui commencent à faire parler d'eux. Donc là, pour le coup, voilà, ce sera une solution pertinente qu'on voilà, qu'on n'hésitera pas à relayer à nos apprenants et à nos porteurs de projets, voilà, notamment sur l'IA, mais pas que. Mais c'est vrai que pour des porteurs de projets qui vont reposer technologiquement, techniquement sur l'IA, bah là, c'est aussi un moyen d'ajouter aussi la brique technologique et technique de la blockchain dans ce projet. Voilà, on parle souvent de l'IA comme un outil professionnel qu'on va pouvoir utiliser, y compris si on est un professionnel dans le monde de la blockchain, un entrepreneur dans le monde de la blockchain. Mais là, on est sur de l'usage en tant qu'outil professionnel. Là, on parle bien de projets qui vont être construits technologiquement et techniquement voilà, sur les deux technos à la fois, l'IA et, euh, et la blockchain. Donc voilà, là, on est sur des choses très intéressantes. Il y a plein de choses à faire. Et bon, sur des cas purement blockchain, voilà, je pense à la santé encore une fois, parce que là, c'est tout frais avec les soutenances qu'on a eues aujourd'hui, où il y avait un projet qui portait sur ça, mais qui intégrait aussi l'IA. Hein. Donc finalement, voilà, on y est aussi à ce niveau-là. Bah écoute, merci beaucoup Martin. Merci à toi. Voilà, on n'est pas sans se revoir. Hein, comme on en a parlé en off, on s'organisera aussi des choses ensemble, peut-être plus en mode workshop, voilà, atelier ciblé sur des thématiques bien précises. Je pense que ce sera super intéressant aussi. Et Euh, juste, vous avez le mot business dans le nom de l'école. Privacy est aussi générateur de business. C'est ça qu'il faut garder en tête. C'est pas des choses incompatibles. Non, non, effectivement, tout à fait. Bah, de toute façon, comme tu l'as présenté tout à l'heure et comme on en a parlé hein, avec la monétisation, la monétisation notamment, effectivement, il y a des choses, il y a des choses à faire de ce côté-là et on peut construire des business models tout à fait viables, effectivement, sur cette idée de la privacy. Yes, carrément. Eh ben écoute, merci beaucoup et puis bah Merci à toi. très bientôt. Et voilà, à très bientôt pour, voilà, pour des ateliers et des choses plus ciblées et thématiques, toujours autour de la privacy. Ça marche. Allez, ciao, ciao. Ciao, bonne soirée.